Bonsoir, monsieur Asselineau. Pouvez-vous nous parler dans un premier temps de l'attentat qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en effet le 18 mars au soir, et là, je vais parler d'événements qui sont très évolutifs, dont on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants. Je prie d'ailleurs les auditeurs d'excuser le retard avec lequel je réagis aux événements en cours. Il y en a beaucoup qui sont très importants, mais j'étais en tournée en Normandie, où j'ai d'ailleurs rencontré des salles qui étaient vraiment pleines et avec des gens extrêmement intéressés par notre mouvement politique, et nous avons fait beaucoup d'adhésions, ce dont je me félicite. Alors, l'attentat en Nouvelle-Zélande. L'attentat en Nouvelle-Zélande qui s'est produit dans une des villes de l'île du Sud qui s'appelle Christchurch. C'est une épouvante. Il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont été tuées à l'issue de la sortie ou dans l'entourage de mosquées. Il s'agit d'un attentat qui semble avoir été commis par un Australien blanc, chrétien, ou en tout cas quelqu'un qui a justifié son acte abominable par des motivations racistes. Et en particulier, il a évoqué l'élection présidentielle de 2017. Il a évoqué Madame Le Pen comme une espèce de mentor ou de justification. Et il a évoqué surtout la théorie du grand remplacement, qui consiste à dire que eh bien, les populations d'Europe occidentale, voire d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, sont en voie de submersion. C'est une théorie qui a été lancée par l'essayiste français d'extrême droite Renaud Camus. Alors, face à ça, bon, quelle peut être la réaction que l'on peut avoir? Une réaction d'épouvante et d'horreur, bien entendu, et puis de transmettre aux familles des victimes nos condoléances les plus attristées, bien sûr. À chaque fois qu'on tue des innocents, c'est quand même une atteinte à l'image de Dieu pour ceux qui croient en Dieu, ou tout simplement à une atteinte tout simplement au principe d'humanité pour ceux qui sont agnostiques ou athées. J'avais déjà eu l'occasion de présenter nos condoléances pour les horreurs qui s'étaient passées à Paris avec les attentats notamment de Charlie Hebdo, et puis aussi cet épouvantable attentat qui avait fait encore plus de morts qu'à Christchurch, avec, je crois, de mémoire, 85 morts à peu près, sur la promenade des Anglais à Nice. Vous vous rappelez tous de cette horreur qui avait été commise par un Français musulman d'origine maghrébine et qui avait été, semble-t-il, un peu il avait invoqué Al-Qaïda, et il avait invoqué les actions commises par les Occidentaux au Moyen-Orient. Au-delà des condoléances que l'on peut faire, il y a quand même une réflexion à laquelle je voudrais convier toutes les personnes qui m'écoutent. Et comme on disait naguère ou jadis, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que les musulmans à travers le monde sont eux aussi horrifiés par ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande que l'ont été les Français et en particulier les chrétiens, mais pas seulement eux, par les attentats qui ont eu lieu en France et que je rappelais à l'instant. Je rappelais d'ailleurs au passage que lors de l'attentat à Nice le 14 juillet, il y avait eu, parmi les morts, il y avait eu d'ailleurs un nombre tout à fait significatif de musulmans. Tout ceci pour signaler que nous avons affaire à des fanatiques dans les deux bords. Il y a à la fois des fanatiques musulmans, il y a à la fois des fanatiques du christianisme qui, dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, travestissent leur religion. Ce qui est très préoccupant dans cette affaire, c'est que ces événements ne se passeraient pas s'il n'y avait pas eu des conditions qui avaient mené à cette situation. Quelles sont ces conditions? D'abord, l'évolution du monde lui-même qui est en permanence fondée sur la dénonciation du choc des civilisations. Je rappelle que la construction européenne, revenons-y, s'intègre dans la théorie des néoconservateurs américains promue par Samuel Huntington, qui est décédé maintenant, et qui prévoit que le monde du XXIe siècle devrait progressivement s'organiser selon des grands blocs civilisationnels. Le bloc dit judéo-chrétien, qui serait constitué de l'Amérique du Nord et de l'Union européenne.
le bloc dit latino-américain qui serait constitué de tous les pays d'Amérique sauf les États-Unis et le Canada, le bloc orthodoxe qui serait constitué en gros de la Russie et de certains des pays avoisinants comme le Bélarus, la Biélorussie par exemple, le monde musulman qui irait donc du Sénégal jusqu'à l'Irian Jaya, la partie occidentale de l'île de Papouasie, qui fait partie intégrante de l'Indonésie. Donc une espèce de grande bande de pays qui va de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique et qui passe par le Maghreb, le Machrek, l'Égypte, le monde turcophone, l'Irak, l'Iran, le monde persan, puis l'Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh, la Malaisie et l'Indonésie. Et puis toujours selon cette théorie, il y aurait le monde indien, qui serait une espèce d'isolat à lui tout seul. Le monde chinois dit confucéen, qui serait également un isolat, avec comme prolongement, si on croit bien comprendre la théorie, le Vietnam et les Corées et la Mongolie. Et puis le monde japonais, qui constituerait une exception aussi à lui seul, sachant que Samuel Huntington rattache au monde dit judéo-chrétien l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En fait, c'est un peu les pays blancs chrétiens qui sont isolés. Alors, j'ai toujours, et l'UPR a toujours, dénoncé cette théorie qui ne peut mener qu'à un désastre, qui ne peut mener l'humanité qu'à une terrible troisième guerre mondiale. Et malheureusement, l'Union européenne, la construction européenne, s'inscrit dans cette vision du monde, dans cette vision du choc des civilisations. On ne cesse que de faire mousser de part et d'autre, mais surtout du côté occidental, il faut l'avouer, on ne cesse de faire mousser l'opposition qu'il y aurait, l'opposition irréductible qu'il y aurait avec le monde musulman. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas eu, me semble-t-il, d'attaque militaire de pays musulmans contre la France, contre l'Allemagne, contre les États-Unis. J'entends des attaques d'États militaires. Je ne parle pas des attentats. Alors que le contraire, malheureusement, n'est pas vrai. Il y a eu constamment, depuis maintenant des décennies, des attaques conduites par le camp occidental. Que ce soit, on remonte à la déstabilisation de Mossadegh en Iran dans les années 50, qui voulait nationaliser les entreprises, notamment les entreprises américaines, qui étaient portées par la gauche. Il y a eu la déstabilisation et la destruction de pays comme l'Irak, dirigé par Saddam Hussein, la Libye, dirigée par Kadhafi, la tentative de destruction de la Syrie, dirigée par Bachar el-Assad, c'est-à-dire des tentatives menées en sous-main ou directement par les Américains et les Occidentaux, et qui se sont attaqués, j'insiste sur cette situation, qui se sont attaqués au régime laïque du monde musulman. Je rappelle notamment qu'en Irak et en Syrie, il s'agit du parti Baas. Le parti Baas s'est inspiré de la laïcité à la française. On a donc cette chose quand même assez incroyable, si l'on y réfléchit bien, que les Occidentaux en général et les Américains en particulier, au lieu de soutenir dans le monde arabo-musulman les forces qui sont des forces de modernité, qui sont des forces de laïcité, qui essayent d'interpréter notamment le Coran à l'aune de la modernité, on a eu en revanche un soutien massif à des pays comme l'Arabie saoudite. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est le prince héritier saoudien, MBS, Mohammed Ben Sultan, celui-là même qui d'ailleurs est impliqué probablement dans l'assassinat du journaliste dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Eh bien, MBS, le prince héritier d'Arabie saoudite, a fait il y a un peu plus d'un an une tournée aux États-Unis où il a rappelé que c'était les Américains qui avait demandé au régime wahhabite, qui est le régime qui dirige l'Arabie saoudite, de diffuser le wahhabisme un peu partout. Et je rappelle aussi d'ailleurs que c'était les soviétiques qui avaient, à partir de 1979, envahi l'Afghanistan pour y installer un régime à leur botte. Et c'est dans la foulée que les Américains avaient soutenu les djihadistes et avaient soutenu le début
de cette espèce de flambée mondiale de fanatisme musulman. Alors, face à tout ça, je voudrais dire à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent qu'il faut absolument que les peuples essayent de se ressaisir. Il y a une écrasante majorité de musulmans et une écrasante majorité de chrétiens qui sont des gens paisibles, bien entendu, et qui sont des gens comme vous et moi, qui vivent tout simplement et qui entendent que vivre dans le bonheur et dans la paix avec leurs voisins. Malheureusement, il y a dans un camp et dans l'autre des fanatiques qui peuvent être poussés par des conditions sociales, des conditions de pauvreté, des conditions de misère, des conditions aussi d'injustice ressentie. Il faut comprendre que la flambée de l'islamisme ne se serait pas développée s'il n'y avait pas d'abord le sentiment d'une très grande injustice qui est faite aux pays musulmans, d'abord en particulier au monde arabe, l'injustice qui découle notamment des échanges entre le Nord et le Sud, l'injustice qui découle du fait que les pays du monde musulman n'ont pas de siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, l'injustice qui découle de la situation au Proche-Orient et notamment avec le conflit interminable entre Israël et la Palestine, où le monde arabe et plus généralement le monde musulman a le sentiment que ce conflit n'en finira jamais et qu'on applique à l'encontre du peuple palestinien un deux poids deux mesures absolument intolérable. Je voudrais donc aussi signaler la responsabilité des dirigeants politiques français qui, au lieu d'essayer de calmer le jeu, de rechercher la paix à la fois dans le monde et en France, jettent de l'huile sur le feu. Lorsque M. Macron envoie des missiles sur la Syrie en violation du droit international, il jette de l'huile sur le feu. Lorsque Nicolas Sarkozy démolit le régime de Kadhafi en Libye, il jette de l'huile sur le feu. Je rappelle que Jacques Chirac et Dominique de Villepin, quant à eux, avaient refusé de participer à la guerre en Irak, qui était une guerre illégale lancée par les États-Unis pour détruire le régime de Saddam Hussein et pour le remplacer par une espèce de règne des seigneurs de la guerre qui a fait maintenant 1 200 000 morts civiles, notamment de beaucoup de femmes et d'enfants. Parmi ceux qui jettent également de l'huile sur le feu, il y a les théoriciens du grand remplacement. Je rappelais que celui qui a commis cette tuerie à Christchurch en Nouvelle-Zélande est un Australien qui a invoqué le parrainage, si l'on peut dire, de Madame Le Pen. J'ai vu que Madame Le Pen avait démenti avoir jamais tenu les propos sur le grand remplacement. Force est quand même de constater que ce n'est pas le cas d'un certain nombre de membres de son entourage. Je rappelle également que pendant la campagne présidentielle en janvier 2017, M. Dupont-Aignan avait fait sienne cette théorie du grand remplacement. Sans embâche, il l'avait dit, redit, avec beaucoup et sans vergogne, comme quoi il y avait une volonté de substitution des populations. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de tels propos sont des propos qui ne peuvent mener qu'à envenimer la situation. Il faut être complètement irresponsable, comme M. Dupont-Aignan, pour faire ce genre de choses. On en voit ici la conséquence, parce que, au bout du compte, c'est une guerre civile qu'on est en train de créer en France. Ça ne veut pas dire, ce que je dis ne veut pas dire que la France doit abdiquer, bien entendu, ses valeurs. Mais ceux qui ont en permanence les valeurs républicaines à la bouche sont les premiers à se compromettre avec les régimes comme l'Arabie saoudite ou le Qatar, qui financent notamment un certain nombre d'imams radicaux dans certaines mosquées françaises. Il faut donc, pour pouvoir rassembler les Français tous ensemble sur un objectif de vivre en commun paisible, il faut aussi redonner à l'État toute son autorité et toute sa souveraineté. Lorsque les Français, et notamment les Français d'origine musulmane, constatent à quel point nous sommes dirigés par une clique de gens extrêmement peu fréquentables, lorsqu'ils voient les inconduites de Macron, lorsqu'ils voient ce président qui a été élu à l'issue d'une énorme tricherie scandaleuse, médiatiquement promue,
eh bien, lorsqu'il constate aussi que l'on est en train de vendre tout le patrimoine public français à des forces économiques, et que lorsqu'il constate que très probablement il y a des retours, il y a une corruption généralisée au niveau du gouvernement, eh bien, on ne peut assister qu'à ces dérapages et à cette situation qui s'envenime. Je m'arrêterai ici. Je rappelle ce que sont nos positions à nous. Nous ne stigmatisons jamais aucune religion. Nous ne sommes pas favorables à la théorie du grand remplacement, qui est une théorie qui est une théorie d'abord complotiste et qui est une théorie qui, en fait, ne peut mener qu'à des attentats comme ceux de Christchurch. Il faut être très clair. Nous sommes pour autant très vigilants aux questions concernant les problèmes migratoires. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le pacte de Marrakech et le scandale qu'a constitué sa signature et la ratification par Macron dans le dos du peuple français. Nous considérons quant à nous qu'il faudrait au minimum demander l'avis des Français sur les questions migratoires et puis, si possible, mettre un terme ou cesser les flux migratoires afin que chaque pays puisse se stabiliser. Et ceci ne passera que par une meilleure justice internationale, le fait que l'on aide les pays du Sud, notamment les pays du Sud des pays du Maghreb et les pays d'Afrique, à se développer par eux-mêmes. Ça veut dire aussi au passage que la France doit absolument sortir de ce club euro-atlantiste qui fait normalement, on est en train de se lier avec les pays baltes contre le monde arabo-musulman. En revenant à ce qu'a toujours été la France, c'est-à-dire un pays à vocation universelle, en redonnant à la France des dirigeants dignes, des dirigeants qui respectent les lois, respectent la Constitution, respectent le peuple français, des dirigeants qui se battent pour le peuple français et en particulier pour les plus modestes et les plus pauvres d'entre eux, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur confession religieuse, en redonnant à la France sa liberté et son indépendance, notamment en matière internationale, en redonnant à la France son rôle de pont entre le monde chrétien et le monde musulman, comme c'est le cas depuis François Ier et l'alliance qu'il avait à Soliman le Magnifique, en redonnant aux Français, en bref, quels qu'ils soient, confiance dans leur propre pays, c'est la meilleure façon que nous avons de combattre ceux qui sont en train de promouvoir le choc des civilisations avec les attentats effrayants que l'on voit aussi bien commis en France. Il ne faut pas oublier les morts du Bataclan. Il ne faut pas oublier les morts de la promenade des Anglais. De la même façon que nous ne devons pas oublier les 1 200 000 morts civils en Irak, les centaines de milliers de morts et de déportés, de déplacés en Libye, et puis, malheureusement, ces 50 victimes à Christchurch devant lesquelles nous devons tous nous incliner.